Dès qu'on quitte la Nouvelle-Orléans, on s'enfonce dans les méandres tentaculaires du delta. On a l'impression comme d'un bout du monde entièrement consacré à la nature, entre marais et marécages. Et puis, au coin d'un bayou, on découvre soudain un ponton, un bateau, une maison. C'est ça la vie dans le delta, avec comme seul rythme les différentes saisons de pêche. Nous sommes à Shell Beach, en plein dans la saison du mulet qui dure jusqu'à Noël. Alors il n'est pas très difficile d'attraper ce gros poisson parce qu'on en trouve partout, dans tous les marais, les bayous, les lacs. Les œufs, la poutargue vont partir pour Taïwan et puis la chair du poisson, elle, pour les États-Unis. Le marais ici a toujours nourri ses habitants, des écrevisses, crevettes, huîtres, crabes, poissons, même la mousse espagnole qui tombe des arbres. La nature est généreuse pour qui veut bien s'en donner la peine. Alors voici l'histoire d'une communauté qui avait une revanche à prendre contre l'adversité. Des Vietnamiens qui ont fui leur pays et qui sont maintenant à la tête d'une flotte crevettière qui sillonne tout le golfe du Mexique. Là-bas, dans le sud, les bateaux se balancent mollement avec des airs de grands oiseaux. À moins de 50 mètres du rivage, les crevettes abondent. Elles attirent ces équipages qui raclent sans relâche les fonds du golfe du Mexique. Encore un bayou. Nous sommes près de Lafayette, dans les profondeurs de la Louisiane. La flotte crevettière se repose ici. Plusieurs centaines de bateaux s'abritent entre deux voyages dans le golfe. Les uns débarquent leur prise, les autres viennent charger de la glace dans des usines spécialisées comme celle de Joseph. C'est un équipage américain avec lequel je travaille. C'est très dur de trouver de la main-d'œuvre pour travailler sur ces bateaux, parce que c'est un sacré boulot, vous savez, et c'est pour ça que de moins en moins d'Américains veulent le faire. Les équipages américains ont presque tous déserté cette activité, pas assez rentable. Les Vietnamiens ont pris le relais. 80% de la flotte leur appartient. C'est le cas de Vincent, propriétaire et capitaine de ce crevetier. Il revient d'un mois de pêche dans le golfe du Mexique. La plupart des gens ici sont des réfugiés. Ce qui les intéresse, c'est de gagner de l'argent et envoyer leurs enfants à l'école. Ce travail ne demande aucune formation. La seule condition, c'est de travailler dur et d'accepter de rester un mois en mer. En Louisiane, mais aussi en Alabama et au Texas, la communauté vietnamienne a investi toute la chaîne de l'industrie crevetière. Si les équipages galèrent des semaines en mer, d'autres tirent leur épingle du jeu. À Abbeville, Joseph est l'un des artisans de cette success story à l'américaine, et pourtant rien ne le prédisposait à cette aventure. La première fois que j'ai mis les pieds sur ce quai, je ne voulais pas rester, surtout à cause de l'odeur des crevettes. Je bouchais mon nez, cette odeur, je ne pouvais pas la supporter. Toute ma vie, je suis allé à l'école. J'avais un emploi dans un bureau, et puis au bout d'un mois, je me suis rendu compte que ma place était ici, et que ces gens avaient besoin de moi. Devenu patron d'usine, marailleur, Joseph n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis quand sa machine à glace a dératé. Le petit Vietnamien aux dents longues s'est fait une place dans la Grande Amérique. Jamais, mais jamais je n'aurais pu imaginer m'installer ici, aux États-Unis. Quand j'étais jeune, au Vietnam, j'ai rencontré des soldats, des Américains, et je rêvais de les suivre quand ils rentraient chez eux. J'adorais manger leurs bonbons, les chewing-gums. Ils me donnaient des sodas à boire. Alors me retrouver ici, c'était comme un rêve. « 1975, le Vietnam bascule, les soldats Viet-Cong prennent le pouvoir à Saigon. Des dizaines de milliers de familles quittent le pays, prennent d'assaut les derniers avions, s'entassent dans les bateaux la peur au ventre, on va les appeler les boat people. Joseph a 16 ans, il fait partie de cet exode. Il part seul, sa famille a voulu rester au pays et il va survivre à un voyage épouvantable.
Les autorités américaines parquent les réfugiés dans des camps à Pendleton en Californie ou en Floride à Niceville. À cette époque, Lorna est en vacances à Miami. À la télévision, un reportage décrit la situation des réfugiés vietnamiens. Ces images la bouleversent. J'ai vu un numéro de téléphone et j'ai appelé pour leur dire que je voulais parrainer une de ces familles. En faisant ça, je pensais récupérer 6 personnes. Au lieu de ça, j'en ai eu 20. Une très grande famille. Et Joseph faisait partie de ce groupe. Pour Lorna, cette démarche était logique, conforme à ses engagements professionnels. Elle s'occupe en effet d'une mutuelle qui accorde des prêts financiers aux familles les plus démunies de Louisiane. En son temps, Joseph a bénéficié de ses services. Lorna est admirative du parcours de son poulain. À l'évidence, Joseph est devenu un leader, une sorte de patriarche. Il aide les autres dans son église, dans les affaires de sa communauté. Il a d'ailleurs été désigné par le gouvernement comme interlocuteur. Dans ce comité, c'est le seul pêcheur vietnamien consulté sur tous les grands dossiers de la pêche aux États-Unis. C'est donc un leader. Je l'ai encore vu ce matin et je repensais à ce garçon de 16 ans qui est devenu un homme mûr, attentif aux siens. Et c'est merveilleux. Abbeville, cette agglomération sans intérêt, abrite plusieurs centaines de familles vietnamiennes. Joseph les connaît toutes. Il prend souvent le pouls de sa communauté en visitant ses commerces rachetés par des Vietnamiens. Qui sont les propriétaires? Ils s'appellent Tumawo et Oh Yen. C'est un couple de Vietnamiens? Oui, ils ont un autre magasin en ville. Dans cette ville, beaucoup d'Américains bénéficient d'aides gouvernementales et c'est un vrai poids pour l'État. Nous, on crée nos affaires sans demander des aides financières. C'est donc mieux pour le gouvernement américain et aussi pour nous, parce qu'on a une vie meilleure. À 2 blocs de ce restaurant, Joseph veut nous montrer cette église où Diana enseigne le vietnamien à des enfants dont la langue principale est l'anglais. Paradoxe, pour leurs parents, c'était l'inverse. Abbeville, noyé sous les eaux, Claudette se fâche et inquiète Joseph, retour précipité à l'usine. À chaque fois qu'on a une tempête comme ça chamboule tout. On ne peut plus pêcher de crevettes. Claudette, c'est le nom de l'ouragan qui menace le golfe du Mexique et la Louisiane, le 3e en moins d'1 mois qui touche la flotte crevetière. Sur le quai, c'est Young la patronne. Elle mène l'usine à la baguette, organise le déchargement des bateaux et le travail des dockers mexicains, une main-d'œuvre bon marché. Contremaître, comptable, secrétaire et même cuisinière, la femme de Joseph est aussi une ancienne boat people. Elle a pris le temps de lui donner 4 enfants. On est égaux. Personne n'est le patron. Eh, vous savez quoi, aux États-Unis, c'est toujours la femme le patron. Sous le soleil revenu, les marins préparent la prochaine marée dans le golfe. Claudette est passée et se dirige vers les côtes du Texas. Mais quelques bateaux n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri et Joseph a de mauvaises nouvelles. On avait encore quelques bateaux qui pêchaient au moment où l'ouragan est passé. Je crois que quelques-uns sont morts et ont coulé avec leurs bateaux. Maintenant, ils sont en train de rechercher les corps. Métier à risque, mal rémunéré et sans attrait pour la jeune génération. Les enfants des boat people fréquentent les bancs de l'université.
pendant que leurs aînés s'obstinent à traquer les bancs de crevettes.